Bienvenue sur la chaîne podcast de Pilot. Ici, on parle Airbnb, rentabilité et décisions concrètes pour les propriétaires qui veulent arrêter de subir et reprendre le contrôle de leur activité. Je te souhaite une bonne écoute. 8 contrôles sur 10. Quand la police frappe à la porte d'un hébergement touristique suspect dans les grandes villes belges, 8 fois sur 10, elle tombe sur un réseau de prostitution. Ouais, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Bonjour tout le monde d'ailleurs. Bonjour. C'est vrai que c'est fou, l'économie du partage, celle qui devait juste nous permettre de louer une chambre d'amis pour arrondir les fins de mois, s'est transformée presque à notre insu. Complètement. C'est devenu une espèce d'infrastructure fantôme massive pour le travail du sexe. Et c'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Exactement, le but de cette plongée au cœur des sources, c'est de comprendre cette mutation colossale et surtout de voir comment les propriétaires se retrouvent assis, vraiment sans le savoir, sur une bombe à retardement. Et le pire, c'est que c'est une bombe qui explose de plus en plus souvent. Enfin, on a longtemps vu ces plateformes de location courte durée comme hyper sécurisées. Ouais, des espaces de confiance mutuelle, genre je te prête mes clés, tout se passe bien. Voilà. Mais la réalité du terrain aujourd'hui, de Bruxelles à Anvers en passant par Gand, c'est tout autre chose. Les travailleurs changent de logement tous les 2 ou 3 jours. Ah oui, une rotation frénétique en fait. C'est ça. Et ça empêche totalement le voisinage de détecter un manège régulier. Ça crée une invisibilité quasi parfaite pour les réseaux. Et pour bien comprendre l'onde de choc que ça provoque chez les autres, qui sont en première ligne, faut vraiment qu'on commence par l'histoire de Colin. C'est un cas d'école terrifiant rapporté par la BBC. Ah oui, l'histoire du propriétaire britannique, elle est glaçante celle-là. Ouais. Donc Colin, il loue son appartement pour la somme assez modeste de 85 livres la nuit. 2 voyageuses réservent. Et là, premier signal d'alarme. Elle le contacte pour demander de payer en liquide. Ce qui est la première chose à ne jamais accepter sur ces plateformes. Évidemment, hein. Colin refuse prudemment, parce que ça annulerait toutes les garanties. Les locataires finissent par payer en ligne, elles s'installent, et le séjour se passe. Jusque-là, on se dit, bon, un séjour normal quoi. Mais le jour du départ, elles envoient un message pour prolonger de quelques heures. Le prétexte, c'est qu'elles auraient passé une nuit difficile. Et là, pris d'un doute, Colin fait ce que n'importe qui ferait. Il tape le nom de la locataire sur Google. Et c'est souvent là que tout bascule. Le moment précis où tu passes du statut d'hôte sympa à gestionnaire de crise. Un choc total. Il tombe direct sur des photos de ses locataires en vedette sur des sites d'escorte de luxe. Et on parle pas de petits tarifs en plus. Mais pas du tout, jusqu'à 1300 livres la nuit sur leur profil. Si on fait le calcul, sur 2 nuits pour 2 personnes, ça fait un potentiel de 5200 livres sterling générés direct dans son petit salon. C'est dingue le décalage. Il décrit ça avec une image hyper forte. Il dit avoir ressenti la même panique que, tu sais, quand tu réalises que tu as oublié un torchon sur une gazinière allumée. Il sentait que sa maison était en feu. Il fonce là-bas et il découvre quoi? Une vraie scène de crime. Ouais, une odeur horrible de vin et de parfum beau marché apparemment. Voilà, 7 ou 8 bouteilles de Prosecco et de Pinot Grigio vide. Et le clou du spectacle, une poubelle qui déborde de mouchoirs. Et il a dû ramasser à main nue des emballages de préservatifs sous le lit. Non mais la violence du truc. Et ce qui est marquant dans cette source, c'est le contraste financier. D'un côté, une activité ultra lucrative à plus de 5000 livres le week-end. De l'autre, un mépris total pour l'hôte qui gagne ses pauvres 85 livres. C'est clair. Mais bon, décortiquons tout ça pour avancer. Pourquoi ces plateformes sont devenues si attractives? C'est ce qu'on pourrait appeler l'ubérisation du travail du sexe, non? C'est exactement ça. Historiquement, l'industrie s'appuyait sur du dur. Un quartier, une vitrine, une maison close. Aujourd'hui, tout est fluide, décentralisé. Mais au fond, si on écoute les travailleuses eux-mêmes, par exemple Charlotte, la travailleuse du sexe interviewée par la BBC, où est le problème si l'appartement est rendu propre à la fin? C'est toute la subtilité de cette analyse. Si on se place du côté des travailleuses comme Charlotte, c'est avant tout une stratégie de survie. Ouais, elle explique qu'elle part en tournée via les applis, parce qu'avoir un appartement fixe, ça coûte un bras. Les cautions, les loyers d'avance. Et puis, elle risque d'exposition constante. Charlotte travaillait chez elle avant, avec interphone vidéo et tout. Mais en 2014, après un documentaire, un voisin l'a reconnue. Et elle a été expulsée direct. Voilà. Donc depuis, les plateformes, c'est son bouclier. Elle contrôle sa sécurité, elle filtre, elle reste pas à la même adresse. Le comble dans tout ça, c'est la loi britannique. Parce que pour être en sécurité, elle pourrait travailler à 2. Mais au Royaume-Uni, si 2 personnes travaillent ensemble, le lieu est qualifié de bordel. C'est absurde, hein? C'est complètement illégal. Donc la loi les oblige carrément à s'isoler et à utiliser ces locations temporaires.
Si on relie cela à la situation globale, il y a un énorme revers de la médaille. Cette invisibilité, elle ne protège pas que les travailleuses indépendantes qui ont fait ce choix. Elle protège aussi les criminels. Et c'est là le drame. En Belgique, l'organisation d'aide PAYOK s'inquiète énormément. Ces plateformes internationales rendent la traite des êtres humains indétectable. Les victimes changent de ville tous les 3 jours, elles ne sortent jamais. Elle croise jamais un voisin ou le boulanger du coin. Donc pour la police, c'est mission impossible de les secourir. Totalement impossible. Comment aider quelqu'un qui n'existe physiquement nulle part plus de 72 heures? Et du coup, comme la police voit rien de loin, ce sont les autres qui se prennent le mur en première ligne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, avec le cas pratique de Booking.com. Ah oui, l'alerte sur le forum des propriétaires. Exactement. J'ai lu le témoignage de Charline et Steve. Ils étaient en pleine crise. Ils listaient tous les indices matériels, les fameux red flags. Des allées-venues constantes, une conso électrique totalement anormale. Et les sonnettes connectées? C'est souvent ça qui les trahit. Ouais, les caméras à l'entrée qui filment un défilé permanent. Mais face à ça, Charline et Steve sont impuissants. Ils font un signalement, Trust and Safety chez Booking, mais ça prend un temps fou. C'est un vrai cauchemar, la gestion de crise. T'es renvoyé vers des centres d'appel internationaux pendant que ton bien se dégrade. Du côté d'Airbnb, c'est tolérance zéro sur le papier, mais en gros, il te dit juste appelez la police. Sauf que la police, elle peut rien faire. C'est ce qui ressort de l'interview du chef de la police islandaise, Grimur Grimson. L'Islande est un super exemple. L'inflation pousse les gens à louer sur Airbnb, donc il y a plus d'offres pour le travail du sexe. Le truc, c'est que la police ne peut pas juste débarquer et expulser les gens. Attends, pourquoi ? Parce qu'en Islande, comme dans plein de pays, vendre du sexe n'est pas illégal, c'est l'achat qui l'est. Ah oui, le fameux vide juridique. Donc le locataire assis sur le canapé n'est pas dans l'illégalité, mais le type qui sonne à la porte s'apprête à commettre un délit. Comment tu gères ça, en flagrant délit ? Tu ne peux pas. Tant que la transaction n'est pas prouvée, il n'y a pas d'infraction. Les hôtes ne peuvent virer les locataires que si le règlement intérieur interdit explicitement l'activité commerciale. Ce qui est absurde. Personne n'écrit sur son frigo « Merci de ne pas ouvrir une maison close pendant votre séjour ». Non, personne ne fait ça. Et ça nous ramène à l'ironie absolue de l'histoire de Colin au Royaume-Uni. Quand il a tout déballé à la police par peur d'être complice, tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont classé le truc, non? Ils lui ont filé un bête numéro de référence. Quand il a relancé, ils ont dit que c'était juste noté comme renseignement, de l'intelligence, aucune action. Les escortes font 520 livres, elles jettent même pas leurs poubelles, et lui, avec ses 85 livres, il est tout seul face aux dégâts. Et c'est la frustration totale. Du coup, comme la police a les mains liées au pénal, les autorités locales utilisent d'autres armes, l'urbanisme. Ah oui. Et alors là, la réalité bruxelloise, elle est violente. Dans un reportage d'Euronews, ils montraient que la ville de Bruxelles a carrément mis sous scellé un bâtiment entier. 6 appartes et un bureau, bam, fermé. Ouais, juste pour location touristique illégale, sans permis, après des mois de dialogue de sourds. L'idée, c'est de protéger les résidents du bruit et des nuisances. Mais alors, ça crée un piège gigantesque pour le propriétaire. J'ai lu le guide du cabinet juridique Arius. En gros, c'est comme si je te prêtais ma voiture, que tu t'en servais pour faire un braquage de banque, et que la police me collait une amende à moi parce qu'un de mes phares était cassé. C'est la métaphore parfaite. La bureaucratie se fiche du braquage, elle regarde le phare cassé. Un propriétaire à Bruxelles est soumis au code du logement. Si des locataires attirent l'attention, bim, la DIRL débarque. La fameuse direction de l'inspection régionale du logement. Et ils auditent tout au millimètre. La sécurité d'abord. Rampe d'escalier, électricité, normes gaz, ils épluchent tout. Mais la salubrité aussi, c'est ça qui est dingue. On parle de surface minimale, genre 38 mètres carrés obligatoire pour 3 personnes. Et 2,30 mètres de hauteur sous plafond. Exactement. Et si t'es pas aux normes, les sanctions font très mal. On parle d'amende administrative de 2 000 à 25 000 euros. Attends, vraiment? Jusqu'à 25 000 euros? Oui, avec interdiction de louer, travaux obligatoires dans l'année. Mais le pire, et là tu vas halluciner, c'est que le locataire qui a transformé ton appart en lupanar peut réclamer un remboursement partiel des loyers parce que le bien n'était pas conforme. Non, mais c'est le monde à l'envers. Le mec se fait saccager son appart par un réseau et c'est lui qui paie 25 000 euros et qui doit rembourser le criminel. C'est la dure réalité du droit de l'urbanisme. La faute administrative écrase le reste. Mais alors c'est quoi le bouclier du bailleur? Comment on se protège face à un délire pareil? Les sources juridiques sont claires, il y a 3 choses incontournables. La première, c'est l'état des lieux ultra documenté avant l'entrée, avec un max de photos. C'est la seule façon de prouver l'état initial face à la DIR. Parce qu'un formulaire coché vite fait, ça vaut rien. Rien du tout. Deuxièmement, il faut réagir immédiatement par écrit au moindre comportement suspect.
Genre via la messagerie de Booking ou Airbnb. Exactement. Ça permet de garder une trace écrite incontestable de la bonne foi du bailleur. Tu prouves que tu n'étais pas complaisant. Et la troisième action, qui rejoint ce que disait la police islandaise, c'est le filtre à l'entrée. Ne jamais accepter un profil sans historique, sans photo ou sans plein d'avis positifs. Ouais, c'est la base, sinon c'est la roulette russe. Bon, essayons de faire la synthèse de cette analyse. L'économie du partage a fourni, sans le vouloir, une infrastructure parfaite, décentralisée et idéale pour le travail du sexe et les réseaux criminels. C'est un fait établi aujourd'hui. Et les autres sont coincés au milieu de tout ça. Isolés par des plateformes super lentes, ignorés par une police qui n'a pas les outils légaux pour agir, et finalement menacés de lourdes amendes par des villes comme Bruxelles. Ce qui m'amène à une réflexion finale, un peu provocatrice peut-être pour notre auditoire. Je t'écoute? Si les grandes villes européennes continuent de sévir aussi durement contre les locations courte durée, en mettant des scellés comme à Bruxelles pour retrouver le calme, ce qui se comprend tout à fait, quelles vont être les conséquences? Bah ça va nettoyer les immeubles, hein, c'est sûr. Oui, mais ça ne fera pas disparaître le phénomène. Est-ce qu'on ne risque pas de repousser tout ça, le travail du sexe et surtout les victimes de trafic, vers des zones encore plus souterraines, des réseaux non régulés, beaucoup plus dangereux pour leur sécurité? C'est une vraie question. On ferme les Airbnb luxueux du centre et le problème se déplace dans des endroits invisibles et glauques. Exactement. En voulant assainir l'urbanisme, on risque d'invisibiliser encore plus des populations vulnérables. C'est un paradoxe terrible qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Une question à méditer en effet. Parce que la solution parfaite est encore loin d'être trouvée. Merci d'avoir éclairé cette zone grise avec nous aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse approfondie. Merci, à très bientôt. Si ce sujet t'a été utile, tu peux retrouver l'analyse complète et les retours terrain dans le School de Pilot. Le lien est en description. À très vite.